consultation, qui viennent souvent demander consultation, c'est la plupart du temps des personnes qui n'ont pas encore réussi à faire leur deuil ou qui sont en quête de quelque chose qu'ils n'ont pas pu avoir du vivant, du défunt. Donc ce soir, on va parler du contact des défunts, mais surtout les dangers que ça représente. Mais avant même d'en arriver là, il est important que vous compreniez un peu de quoi il est question avant d'arriver sur les dangers. C'est quoi un contact défunt, tous les processus possibles qu'il y a quand on passe de la vie à la mort, mais ainsi de suite, les dimensions de mort, d'après-vie, bref, on va vraiment rentrer dans le domaine de la faucheuse ce soir. On a déjà fait cet exercice une fois, on a un live disponible sur YouTube au sujet de la mort, mais il faut croire que ça n'a pas suffi et heureusement que la répétition est la mère de l'enseignement. Donc on va devoir peut-être répéter certaines choses ce soir, mais surtout on va ramener des informations supplémentaires et complémentaires, même j'ai envie de dire, par rapport à ce qui a déjà été dit. Voilà. La première question que je vais vous poser avant de lancer le sujet, elle est très facile. Est-ce que vous avez déjà perdu une personne de chair? Est-ce que vous avez senti cette douleur-là qui remonte en vous, rien qu'en disant déjà votre propre réponse et surtout les réponses des autres? Oui, c'est très douloureux. Le sujet de la mort, c'est quelque chose de douloureux. Oui. C'est comme si c'était hier, oui. C'est comme si c'était hier. Mais pourquoi? La mort est une amie qu'on ne veut pas voir. La mort est une amie dont on connaît l'existence. On sait qu'elle est là, mais on n'a pas spécialement envie de la voir. Parce qu'on sait que quand elle se présente, on devra remplir des obligations qu'on n'a pas envie de remplir. Elle est la sœur jumelle, ou j'ai envie de dire le miroir, le paraclet, tout ce que vous voulez, de ce que les gens ils appellent la vie. Et la vie avec un grand V, c'est à la fois ce côté solaire, brillant, qui a le mouvement, et ce côté où tout est froid. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de la mort, on va parler de contact des femmes. Mais d'abord, comprenons encore bien ce qui nous fait peur dans la mort. Ce qui fait peur dans la mort, c'est la crainte de ne plus avoir accès aux êtres chers. C'est la crainte de ne plus avoir accès aux êtres chers, de ne plus les revoir, ce qui est tout à fait humain. En réalité, la mort, c'est comme quand vous étiez au lycée. Vous avez vécu vos meilleures années. Best life. Best life au lycée. Vous étiez la star. Vous étiez adoré, vous étiez aimé. Et là, vous avez votre bac. Vous devez aller à la fac. Vous devenez un no-name. Plus personne ne vous connaît. Et vous passez votre temps à regretter l'époque où vous étiez au lycée. Vous voulez y retourner. Vous voulez revoir vos amis. Et vous n'avancez pas. Vous restez dans le passé. Vous restez dans le passé. Pour exemple, moi j'ai des personnes aujourd'hui qui ont quitté le lycée depuis pratiquement 30, 40 ans, mais qui vous parlent encore des expériences du lycée comme si c'était hier. C'est passé. Mais ils restent coincés dans cet état-là. La mort fait peur parce que la plupart du temps, on a peur de rester coincé aussi dans un état. On ne sait pas ce qui nous attend devant. Et c'est tout à fait logique. Si on ne nous a jamais appris comment mourir,
Comment est-ce qu'on peut savoir comment on va vivre la mort? On ne nous apprend pas comment mourir. Même apprendre à vivre, on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas comment mourir et du jour au lendemain, on voit quelqu'un qui meurt. On a peur pour nous. Oui, l'autre il va partir. Mais, et nous? Si ça nous arrive, est-ce qu'on est prêt? En fait, au moment où on perd un être cher, au-delà de l'aspect de que la personne, on ne va plus la voir, c'est fini, le contact est rompu, on a peur, on a 10 000 choses qu'on n'a pas pu dire à la personne, mais d'un seul coup, on pense à nous-mêmes, on se dit, et si c'était moi aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience-là de penser à votre propre mort? Vous avez déjà perdu quelqu'un, mais est-ce que vous avez déjà eu à vivre cette expérience-là ou ce momentum-là, ce moment-là dans votre vie où tout d'un coup, vous pensez à votre mort? On pense à la mort comme on penserait à la vie. On pense à la mort quand on voit ce qu'on a amassé et qu'on se pose la question, qui va hériter de tout ce que je vais laisser? Qui va rester avec ça? Ou alors, des questions existentielles. Quand on commence à se poser des questions existentielles, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Si je pars aujourd'hui, qu'est-ce que je laisse derrière moi? La fameuse question de où est-ce que je vais aller? Beaucoup de personnes, par exemple, aujourd'hui où on parle de changement, de retour aux sources et ainsi de suite, ont peur d'aller vers, par exemple, la tradition et tout le reste, parce qu'ils se posent des questions sur si je meurs aujourd'hui et que le paradis et l'enfer existent vrai. Je vais aller où? Si demain je meurs, le paradis et l'enfer existent, et les purgatoires, que ça existe, je vais aller où? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire est utile? Les choses. Je vous pose ça comme ça pour que vous entriez avec moi progressivement dans le domaine des morts. Parce qu'il faut vraiment que vous compreniez l'affaire. C'est quand on vous parle ça de l'extérieur, quand on vous parle de ça de l'extérieur, vous ne vous rendez pas compte des choses. On va donc pousser maintenant le curseur plus loin. Vous avez vu les gens mourir autour de vous. Vous avez perdu des êtres chers. Vous avez pensé à la mort de temps en temps. Parfois. Bon, plaçons le scénario. Vous êtes mort aujourd'hui. Je sens que votre décès a déjà été annoncé avec quelques éléments. Donc, vous êtes mort. Vous êtes mort et vous êtes maintenant dans cet espace-là comme un sas en réalité. Vous êtes dans cet espace comme un sas, comme ce que les gens disent souvent, ils ont vu un tunnel et tout. Vous êtes dans cette espèce de sas. Ce qui se passe derrière vous, vous le sentez. Vous le ressentez. Vous avez envie d'y retourner, mais il y a une force en réalité qui vous pousse dans la direction contraire. Vous êtes obligé d'avancer dans ce sas parce que tout de suite, vos sens, vous-même, sont perturbés. La plupart de ceux qui meurent sont dans cet état, ceux qui n'ont pas été préparés. Ce n'est pas le même état pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui meurent et qui sont pleinement conscients, qui arrivent à garder leur sens en état, sans distorsion. Sans distorsion au moment où ils sont en train de traverser. Mais les personnes qui ne sont pas habituées, c'est comme si on tirait une chasse d'eau. Ça fait comme une espèce de tourbillon. Le haut devient le bas devient le haut, la gauche, la droite et tout. Donc, on perd le focus et donc, les voix qu'on entend derrière nous, parfois ce sont des voix qui viennent devant, qui viennent du côté et ainsi de suite. Donc, on ne sait pas, on est perdu. Jusqu'à ce qu'on sorte de ce sas et qu'on arrive en réalité
dans l'espace vibratoire qui va nous correspondre. J'insiste sur l'espace vibratoire qui va nous correspondre parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le contact défunt représente un danger. Nous en avons déjà parlé dans plusieurs lives. Quand une personne meurt, la partie physique va rester dans le monde physique et les autres corps subtils vont disparaître progressivement. Mais la conscience de l'être qui était dans ce corps, qui vivait cette expérience, va avancer vers autre chose. À ce niveau-là, le temps n'est plus compté comme sur Terre. Il peut se passer 10 ans, par exemple, le temps que, peut-être 10 ans c'est trop, hein, le temps que le corps sur le plan physique finisse de disparaître, hein, que nos chers amis les asticots dans leur grande œuvre finissent de faire le travail et que vous vous transformiez en fumier et tout. Le corps éthérique, l'énergie est dissipée. Les corps, tous les autres corps subtils que vous avez pu construire pendant votre vie. Plus vous les avez construits, mieux vous les avez construits, plus ils prendront du temps à disparaître. Si vous ne les avez pas construits, vous allez être comme ces personnes-là elles meurent aujourd'hui, un an après, grand max, on ne se souvient même plus de ces personnes-là. Ça, on en a déjà parlé aussi dans un live. Donc, un homme et une femme qui meurent ensemble, qui se tenaient la main au moment de mourir, peuvent se retrouver sur des plans vibratoires complètement opposés. Donc, c'est souvent un vœu pieux de penser que on va aller retrouver les nôtres quand on va partir. Deuxième point qui fait que le contact défunt est quelque chose de dangereux. On va venir sur ça. Il y a déjà une première question. L'espace vibratoire qui nous correspond, c'est différent pour chacun. Ce n'est pas pareil pour Manon. Non, ce n'est pas pareil pour tous. On ne va pas habiter dans le même quartier. On sort d'un grand voyage. Chacun est venu avec un véhicule particulier. Si sur Terre, on arrive à tromper les gens avec nos masques, lorsqu'on est débarrassé de ce corps physique et qu'on se retrouve sur les plans d'après-vie, le tamis fait le travail. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans la même sphère énergétique que une personne dans une certaine vibration qui serait peut-être soit trop supérieure à la vôtre et inversement aussi trop inférieure à la vôtre. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix ici. Mais de l'autre côté, chacun marche par catégorie. Vous mourrez, vous partez. Si vous n'avez pas été préparé à cette mort-là, si vous ne vous êtes pas interrogé, si vous n'avez pas cherché à comprendre un tout petit peu les mystères de la mort, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous retrouver dans cet espace de tunnel, votre esprit va être complètement désorienté et vous allez faire un passage très chaotique. Vous allez avoir un passage très chaotique, vous allez vous retrouver dans un environnement où vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et ça va créer de la frayeur en vous. Mais en réalité, ce n'est pas que ça crée de la frayeur en vous parce que vous n'êtes pas dans un monde où on crée encore des choses, mais ça va ouvrir toute la frayeur qui est en vous, toute la frayeur que vous êtes capable de ressentir. J'insiste, on ne fabrique plus rien quand on est dans le monde des morts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a pas mal d'histoires selon lesquelles, ils ont créé ça dans le monde là-bas, il est parti chercher sa richesse dans le monde des morts. Non, on ne crée plus rien là-bas. Je dis, c'est le garage. Si je peux utiliser cette expression-là pour que vous voyez le truc. C'est le garage. On y va peut-être pour prendre des pièces détachées, mais on ne crée plus rien là-bas. On ne crée rien. Il y a des morts, par exemple, qui continuent à faire
à avoir des comportements comme s'ils étaient vivants. Il se lève le matin, il va, il fait le même trajet. Il fait le même trajet qu'il faisait quand il était vivant parce qu'il n'a pas encore, c'est un aspect de lui n'a pas encore compris qu'il est mort. Voilà pourquoi encore il est dangereux de faire du contact défunt. Je crois que c'est la 4e raison. On va revenir sur toutes ces raisons-là. Vous allez me rappeler ça si vous me suivez. Donc, voilà donc. On dit que les défunts ont une expression de surprise sur le visage parce qu'on ne peut pas s'y préparer. Oui, la mort surprend. La mort surprend. Même les plus sages d'entre nous, la mort surprend. Parce que quand elle arrive, on a toujours le sentiment que peut-être qu'on aurait pu faire encore 2-3 trucs avant de partir. Il est très fort. Comme c'est triste de mourir sans avoir atteint un certain état de conscience. C'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est très triste de mourir sans avoir atteint un certain état de conscience parce que c'est comme un gâchis pour la vie qu'on a vécue. C'est vraiment un gâchis. Et là, en vous disant ça, je vois énormément d'âmes qui sont là comme ça en train de traîner. Quand je dis d'âmes, des personas, parce que là c'est leur corps, leur conscience est encore accrochée dans des zones. Donc même en termes de réincarnation, il y en a là que je vois qui ne sont même pas sur le chemin, qu'ils vont quand même avoir une chance de se réincarner parce que ils sont tellement enfermés dans l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas à évoluer. Voilà encore l'un des dangers du contact défunt. Pourquoi est-ce que les gens vont donc faire un contact défunt? Et déjà, c'est quoi le contact défunt? Le contact défunt, c'est une forme de consultation spirituelle qui va permettre à la personne qui vient consulter de recevoir un message d'outre-tombe, de recevoir un message d'un être cher à travers le médium qui va opérer la consultation. Sauf que il y a 2 aspects à prendre en compte. Il y a l'aspect psychologique. Moi, je vous dis que même si je vous parle de spiritualité, je garde bien en tête qu'il y a des aspects autres que spirituels dans les choses qu'il faut comprendre. Et ça vous permet également de garder les pieds sur terre. De ne pas être tout le temps la tête dans les étoiles. Ah, ce sont les esprits, ce sont les ceci, ce sont les cela. Donc, l'approche psychologique de l'affaire veut que on cherche à faire un contact, je l'ai vu. Est-il possible de recevoir un message de quelqu'un qui est déjà réincarné? Non. Non, pas du tout. Je finis d'expliquer l'approche psychologique et je vais vous expliquer en fait ce qui se passe quand on se réincarne. Il y a un effet positif certain à vouloir aller chercher du réconfort, à vouloir aller chercher un message d'un être cher parce qui est mort, qui a trépassé. Mais il faut faire attention à qui on va demander la chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs facteurs. Le problème avec les contacts défunts, c'est que dans l'aspect psychologique, vous allez voir quelqu'un qui n'est pas, par exemple, qui ne sait pas le faire. Vous allez rentrer dans un espèce d'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est qu'on va dire un tas de choses qui peuvent correspondre à la vérité. Ok? Du style, oui, c'était une bonne personne. Puisque tu viens me demander un contact défunt parce que la personne était chère. Surtout que je te pose d'abord plein de questions avant pour tâter, pour comprendre le style d'énergie, le style d'environnement affectif qui entoure votre relation. Donc, le consultant, oui, je vais dire ça comme ça, le médium, je vais dire plutôt le médium. Le médium, il va te poser d'abord plein de questions. Il
va te poser plein de questions, machin et tout le reste, pour déterminer en fait l'environnement affectif qu'il y a entre toi et le défunt. Et après, il va commencer à te lancer des mots, des choses vraiment, vous étiez proches, machin, des choses qui peuvent être vraies pour tout le monde en fait. Et en fonction de la manière avec laquelle tu vas réagir, il va aller plus loin. Parce qu'il faut savoir qu'il faut être fin psychologue quand même, quelque part, pour pouvoir amener quelqu'un et lui donner quelque chose qui va lui faire plaisir. Donc si quand vous tombez sur des personnes qui ne savent pas le faire, c'est ça que vous avez. Vous allez sortir de là avec des réponses bateau. Avec des réponses bateau. Ça, c'est pour l'effet Barnum. Maintenant, il y a autre chose, c'est que vous pouvez vous retrouver dans une situation où une personne cherche juste des signes. Et un peu comme avec l'effet Barnum, on va lui donner un truc parce qu'on a observé toujours de la part de personnes qui ne savent pas le faire. Parce qu'on a observé, on va venir maintenant jouer avec tes émotions. On sait comment tu te sens. On sait ce que tu attends. Alors on va te dire ce que tu as envie d'entendre. Ça, c'est sur les aspects psychologiques. Après, ça peut devenir une dépendance. On peut se retrouver avec une personne qui est complètement dépendante de ce type de consultation. Est-ce que tu peux encore me contacter? Et il faut savoir une chose, hein. Si vous êtes allé faire un contact défunt chez une personne, une fois, vous revenez une deuxième fois pour vouloir recontacter le même défunt, toujours chez la même personne, il y a un problème. Parce que comme je vais vous dire un peu plus tard, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir des brèches dans votre propre psyché. Et il suffit que la personne qui est en face de vous, qui est en train de vous parler, soit mal intentionnée. Elle va se servir de vous de la même manière que ce soit financièrement, parce que de toute façon, ça a un coût. Mais en plus de ça, elle peut également trouver d'autres types d'avantages en vous gardant en permanence comme client, toujours pour le même type de contact. Donc, vous avez le problème de cette dépendance-là. Le problème avec les contacts défunts, c'est que si même quand ça arrive que vous avez vu une personne qui sait le faire, le problème avec les contacts défunts, c'est que ça peut vous rendre dépendant de ça. Vous allez penser que toutes les questions, toutes les réponses que vous avez, c'est dans le monde des morts qu'il faudra aller les chercher. C'est un piège. Vous allez penser que c'est chez les défunts que vous allez trouver la solution. Ma mère était de très bons conseils quand elle était encore avec nous, comme elle est morte. Et que vraiment, Maître Jaouni, elle sait faire le contact défunt. Je vais seulement aller la voir pour qu'elle parle. Pour que ma mère parle à travers elle. Tu viens comme ça une fois. Deuxième, troisième, quatrième fois. Si moi-même je t'accepte encore la deuxième, la troisième, la quatrième fois, toujours avec la même demande, c'est que moi je ne suis plus normale. Parce que vous êtes vivant. La réponse dans votre vie ne se trouve pas dans le monde des morts. La réponse à vos questions, la réponse à vos problèmes se trouve autour de vous. Elle se trouve autour de vous, pas dans le monde des morts. Maintenant, l'aspect spirituel même de l'affaire. Qui vous dit que la personne qui est en train de parler là, à travers votre médium, c'est réellement votre défunt? À aucun moment ce n'est votre défunt, sauf si celui-ci, sa conscience n'a pas encore dépassé les mondes des morts. Comme je vous ai dit au départ, quand on meurt, on laisse le corps physique de ce côté. Ensuite, les autres corps vont disparaître. Ils vont continuer à vivre et en même temps, ils vont disparaître progressivement. Et si la conscience d'une personne avait déjà réussi à se détacher de ses corps subtils, elle aura déjà dépassé les mondes intermédiaires pour aller dans un monde d'après-vie où elle va préparer ses prochaines missions, ses prochaines envies, ses prochaines incarnations
peu importe, suivant les croyances des uns et des autres, c'est là-bas. Mais ce n'est pas la conscience qui est déjà à ce niveau-là que vous rencontrez pendant les contacts défunts. Ce n'est absolument pas cette conscience-là. Ce que vous rencontrez pendant les contacts défunts, ce sont les personnages, c'est-à-dire que les facettes, les scores subtils, les échos des êtres qui vous sont chers, qui ont encore en elles les informations, parce que c'est comme, voilà, c'est ancré, qui ont encore en elles les informations liées à la vie qu'elles viennent de quitter. Donc, quand vous allez faire un contact défunt, qui vous dit que la personne qui est en train de répondre, c'est vraiment la conscience même de votre grand-père, de votre conjoint, de votre femme décédée, de votre frère, de votre père, qui vous le dit? Il faut savoir que d'autres types de conscience choisissent souvent de rester à un certain niveau pour garder, pour accompagner les personnes qu'elles auront laissées dans cette existence. On vous a dit que, je crois que j'en avais déjà parlé, vous savez que c'est à ce moment-là qu'on va parler d'ancêtres et ainsi de suite. Mais tu ne restes pas éternellement ancêtre. Ta conscience doit évoluer parce que en réalité, tu restes ancêtre, je dis mélange de français et l'anglais. Tu restes ancêtre parce que tu as quelque chose à transmettre. Et quand tu as fini de transmettre, tu n'as plus rien à faire là. Tu ne peux pas t'attacher à une lignée. Tu dois avancer. Parce qu'en réalité, tout ça n'est qu'un jeu. Pourquoi est-ce que je vais rester accroché à un jeu? L'autre raison spirituelle pour laquelle le contact défunt n'est pas bon. Vous avez tendance à penser que dès qu'une personne est morte, automatiquement elle devient sage. Les personnes, si tu étais bête, ok? Si tu étais bête de ton vivant, quand tu vas mourir, la mort ne va pas te rendre sage. Alright? La mort ne va pas te rendre sage. Ça aura été une incarnation gâchée parce que tu n'auras pas fait ce qu'il y avait à faire pendant cette incarnation-là pour améliorer ton score. Mais tu ne vas pas tout d'un coup être... Tu vas pas être tout d'un coup une source de sagesse. Et la grande erreur que certaines personnes font souvent quand ils viennent faire le contact défunt, c'est qu'ils pensent que le défunt qu'ils vont interroger va leur produire la science infuse. Non. Aucune chance. De la même manière que leur cerveau était bloqué sur cette terre, c'est de la même manière que leurs corps subtils ils n'ont pas les canaux pour transmettre des informations qu'ils n'ont pas su accueillir en eux. C'est comme ça. Donc vous pouvez... Quelle est la source du message que vous êtes en train je dis, ils n'ont pas accès aux informations supérieures. Comment tu vas avoir accès aux informations supérieures? Tu n'as pas été capable de raccorder ton esprit pour pouvoir avoir ces informations supérieures, là, des domaines supérieurs quand tu étais vivant. Ce n'est pas quand tu es mort que tu les as. Le fameux mythe de que oui, ils ne nous parlent plus parce qu'en fait, ils voient les choses que nous, on ne voit pas et tout. C'est normal qu'ils voient les choses qu'on ne voit pas. Parce qu'ils sont sur un plan différent. Hein? C'est comme quelqu'un qui sort la tête de l'eau. Il voit mieux les poissons qu'il y a autour que s'il avait la tête complètement dans l'eau. À ce niveau-là, c'est clair.
Mais très certainement pas que il va savoir comment on fabrique des poissons. Il ne le saura pas. Ce qui est resté mystérieux, mystère, grand mystère pour lui, quand il était vivant, quand il est mort, ça reste un mystère. On ne devient pas sage après la mort. Non. À quoi servirait la vie dans ce cas? Pendant les contacts défunts, si vous êtes allé voir une personne qui elle-même n'est pas équilibrée, ce qui peut se passer et ce qui se passe beaucoup, malheureusement, c'est que vous vous retrouvez en contact avec des entités basses. Là, je vais parler des larves énergétiques même de la personne. Des larves énergétiques de la personne qui est en train de vous faire cette consultation-là. Vous allez avoir des esprits errants, par exemple. En plus des larves énergétiques, vous allez avoir des esprits errants, vous allez avoir des égrégores. Si vous allez voir une personne qui est rattachée à une forme de croyance, qui elle est rattachée à un certain égrégore, vous pouvez vous retrouver rattaché à cet égrégore-là. Et forcément, et aussi, vous pouvez avoir des projections de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que, oh, j'ai vu ton défunt là, il est arrivé, j'ai d'abord vu un serpent, vraiment c'est mauvais, il est vraiment dans le bas astral, alors que peut-être ça n'a rien à voir. Parce que dès que les gens, moi je sais qu'il y a des gens par exemple que ils voient le défunt, ça on voyait même souvent ça dans Ghost Whisperer, le défunt arrive, il est débraillé au départ. Il est débraillé, machin et tout. Et je savais qu'il y avait des gens qui faisaient dans les commentaires, je disais, oh, vraiment, il est dans le bas astral. Et subitement, quand on finit de faire la mission, il est tout à fait, de nouveau, tout beau, tout propre, et il traverse la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, la personne n'est pas dans le bas astral. Pas du tout. Il est encore troublé par sa mort. Il est encore dans un état de trouble. Ok? Il n'est pas encore passé. Il est encore dans un état de trouble. Il n'est pas dans le bas astral. Donc, il y a des gens souvent comme ça. Il y a souvent des gens comme ça qui font le contact. Ils voient quelqu'un arriver tout débraillé, tout brûlé, machin. Dit, ouh, vraiment, il est dans les flammes de l'enfer. Et vraiment, il demande des prières et tout. C'est-à-dire que tu dis, mais comment ça, il demande des prières? Il ne partait même pas d'abord à l'église. Il dit non, il a compris que Jésus, c'est vraiment le sauveur. Il a vu Jésus et tout. Maintenant, il demande des prières. Il veut que vous allez lire une prière, une messe pour lui. Et il dit vraiment, oh, je l'entends. Oh, il s'ouvre au Seigneur. Oh, shabakatata. Elle dit que non, vraiment, qu'à partir de maintenant, là, il faut vraiment aller à l'église. Parce que ce qu'il voit là maintenant, il est en train de regretter. Il y a pas mal de personnes qui ont écrit ce genre de témoignages. Un païen devient chrétien tout d'un coup. Comment tu peux te convertir quand tu meurs? Tu fais ça comment? Jusqu'à tu peux convertir les gens qui sont vivants. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Donc vous arrivez là, comme ça, vous arrivez chez un praticien. Il commence à vous dire ça. Vous savez que votre défunt, lui, ne partait jamais. Il ne partait jamais. Là où on parlait même de notre père et tout le reste, il chassait ça. Maintenant, il arrive, il vous dit que vraiment, non, j'ai vu, j'ai confirmé. C'est vraiment, je suis en enfer. Mon âme est perdue et tout le reste. Bah, rien du tout. Pas ton âme du tout. Tu es encore peut-être dans un état de trouble et tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Et voilà comment un médium gagne donc des âmes pour son église. Ou l'église de son cousin.
chez qui il va encore aller chasser les démons. Et puis, quand on fait un contact défunt, généralement, il ne faut pas qu'en fin de séance, que vous soyez dans un état, que vous soyez comme groggy, ok? Que vous ayez une baisse, une chute d'énergie. Si vous avez déjà fait des contacts défunts et que vous êtes retrouvé dans cet état, sachez que vous avez été siphonné ou encore qu'on a fait une petite fissure dans vos énergies et vous en avez perdu pendant cette consultation-là. Clairement. Clairement. Donc, vous voyez, ces aspects sont très importants à prendre en compte. Mais il y a quelque chose aussi que vous devez savoir. Quand vous allez en consultation pour parler à un défunt, je vais vous expliquer un peu comment la consultation devrait se passer. Premièrement, il est malvenu qu'elle se fasse à distance. Vous devez être dans la même pièce avec la personne qui va faire la consultation. Pourquoi? Ils doivent d'abord créer un cercle de protection pour vous. Parce que accéder au monde des morts, c'est comme ouvrir un portail et entrer dans une dimension qui n'est pas la vôtre et qui a tendance à aspirer la vie. Donc, la mort a tendance à aspirer la vie. Quand vous ouvrez la porte, ce froid-là commence à contaminer la vie de notre côté. Donc, il faut qu'il y ait un cercle de protection. Premièrement, on va nous dire que oui, mais les autres consultations, comment on fait souvent, et ça, il y a toujours la protection. Oui. C'est pas pareil. Ensuite, le médium qui pratique cette consultation, au-delà du cercle de protection, doit savoir ouvrir et fermer la porte, ça c'est une chose, mais en plus de ça, doit savoir reconnaître le défunt qu'il est en train d'aller chercher. Ah oui. Pour éviter les cas où vous êtes en train de parler avec, vous pensez vous parler avec Toutankhamon alors que vous êtes en train de parler avec un farfadet. Vous pensez que vous êtes en train de parler avec Toutankhamon alors que vous parlez avec un farfadet. C'est dangereux. Et en plus de ça, vous devez vous assurer, le médium doit s'assurer que au moment où on finit la consultation, que ce qui est venu parler reparte à sa place, que chaque chose reprenne sa place. Parce que s'il ne fait pas ça, vous allez rester avec une porte qui donne au monde des morts béante. Et si la porte est ouverte, c'est pas que les morts vont déferler dans le quartier, machin et tout le reste, ils vont déferler dans votre champ psychique. Ils vont déferler dans votre champ psychique. Vous allez être épuisé. Quand une brèche est ouverte entre votre monde, votre mental et le monde des morts, vous passez votre temps à voir les morts dans vos rêves. Parce que même le praticien qui sait entrer et sortir de ces mondes-là, même le praticien qui sait entrer et sortir dans ces mondes-là ne garde pas ces portes-là ouvertes. En clair, ne passe pas son temps à rêver des morts. Si tu passes ton temps à rêver des morts, c'est qu'il y a une brèche qui est ouverte entre toi et le monde des morts. Et elle peut être ouverte, pas forcément pendant que tu as fait un contact défunt, mais par ta propre volonté, à vouloir savoir
comment ça se passe pour l'autre là-bas, en étant tout le temps intrigué par comment les autres là, eux, ils vivent là-bas. Je vous ai toujours dit que là où votre intérêt se porte, c'est là où va aller votre lumière. Et si votre lumière va à un endroit, votre esprit va à un endroit, et donc forcément vous allez rentrer en connexion avec cet endroit-là. Le monde des morts n'est pas dangereux pour l'homme parce que c'est la mort, machin et tout le reste, mais c'est surtout parce que ça aspire votre énergie. Il y a bel et bien des façons de rentrer en contact avec des morts. Il y a des rituels qui existent pour, par exemple, connaître les raisons de la mort d'une personne. Parce que l'une des questions que je reçois, l'une des questions que je reçois en ce qui concerne ce contact de défunt là, c'est je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir qui l'a tué. Parce que bon, comme il n'y a pas de mort simple, je veux savoir qui l'a tué. Je veux savoir qui a fini avec lui. Est-il possible de recevoir un message de quelqu'un qui est déjà incarné? Ça, je vous ai dit non. Je vous ai dit non et je vous explique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recevoir un message d'un incarné? La raison, elle est simple. Est-ce que vous savez qui est-ce que vous avez laissé dans une autre vie? Vous ne savez pas. La plupart du temps, vous ne savez pas qui vous avez laissé dans une autre vie. Donc, vous allez envoyer le message à qui? Vous allez envoyer le message à qui? De manière consciente. Par contre, il n'est pas exclu que pendant vos rêves, puisqu'il n'existe pas de temps, de limite, il n'existe pas le temps en dehors de notre temps de matérialisation, si le temps n'existe pas, l'espace et tout ça, des choses peuvent se passer de manière simultanée, en parallèle et ainsi de suite. Donc, il est fort probable que par exemple, quand vous êtes en train de rêver, que vous vous voyez avec une personne avec qui vous avez vécu dans une autre vie, un amour franc, magnifique, machin et tout le reste. Vous vous levez le matin, vous dites waouh, c'était qui le gars là? Il était trop beau, comment c'est possible? Hey, ça c'est qui ça? Machin et tout. Ça peut arriver. Est-ce pourtant que vous-même vous savez que bon, je l'ai reconnu, c'était mon gars dans notre vie, je lui dis et que non, c'est bon, je me suis réincarnée. Si déjà vous n'aviez pas la conscience éveillée au moment où vous étiez en train de partir, ou à un certain niveau de conscience, au moment où vous étiez en train de partir, c'est fini. Le passé est passé. Je veux dire, vous êtes sur une autre expérience, donc vous devez vous concentrer sur cette expérience-ci. Tout ce que vous allez vivre, que ce soit dans vos rêves, que ce soit en termes d'évolution, ce sera toujours par rapport à cet instant présent, à ce moment-ci que vous vivez. Ce sera toujours par rapport à ce moment-ci que vous êtes en train de vivre. Ce ne sera jamais par rapport à un passé hypothétique. Donc c'est cet instant présent-ci qui compte. Le reste, pas du tout. Donc vous n'allez pas aller recevoir, donc quand vous mettez dans l'état de celui qui reçoit, vous n'allez pas recevoir de message de quelqu'un qui s'est déjà réincarné. À moins que cette personne qui se soit réincarnée est réincarnée dans votre entourage et vous a reconnu. C'est pas comme s'il était en train de changer de maison, que bon, je suis dans d'autres quartiers. Non. Déjà même, comment vous pouvez recevoir le message? Vous savez, le temps que ça prend pour partir d'une vie pour une nouvelle vie. Peut-être que vous serez même déjà mort au moment où lui va se réincarner. Ça, c'est une hypothèse. Ou encore l'autre hypothèse qui est que, ouais, ok, il y en a qui ont souvent tendance à se réincarner très rapidement. Parce que de toute façon, quoi qu'on dise, hein, les gens, ils ont évolué, les fréquences, les vibrations augmentent malgré tout, malgré qu'il y a quand même encore des cassos. Mais les vibrations augmentent de telle sorte que les gens ont trouvé le moyen de se réincarner parfois un peu vite aussi. Et parfois, j'ai envie de dire que on se réincarne aussi très rapidement parce que quelque part, ce qu'on a à vivre est très important pour notre âme. Donc, on a nécessairement besoin de passer très rapidement dans une incarnation.
Non, les libations ne font pas partie du contact défunt. Les libations, ça va être comme une pensée qu'on a pour les gens. Et un peu comme quand vous pensez à quelqu'un et puis tout d'un coup elle vous appelle. Oh, synchronicité. Oh, je pensais justement à toi et tu m'appelles. C'est pas spécialement un contact défunt. Le cas des libations, pas du tout. Par contre, effectivement, les libations vont permettre de faire ce petit clin d'œil-là. Il ne faut pas confondre une constatation où on fait un contact défunt avec une invocation. La conscience ne disparaît donc pas après la mort. Non, pas du tout. Mais on parle toujours de la conscience universelle, on parle de la conscience de l'univers et mental et tout le reste. C'est de ça dont il est question. Cette conscience, cette supraconscience-là qui voyage de vie en vie. Quand vous êtes dans un état, soit dans un état de méditation très profonde où vous êtes en train de vous projeter, certaines projections, vous avez l'impression de ne pas avoir de corps, mais vous êtes juste un point de conscience. C'est ça. C'est ce point de conscience-là qui se balade et qui emprunte des corps et ainsi de suite, et qui, pour exister dans un être, aura besoin de l'âme qui va animer le corps, tout un mécanisme qui va venir rendre viable un véhicule physique. Donc non, la conscience, elle ne disparaît absolument. La conscience, c'est ce qui va rester, qui reste, qui est. Si vous arrivez à capter des messages aujourd'hui, parce qu'il y a une conscience universelle, c'est parce que cette parce que cette conscience-là, elle s'étire un peu de dimension en dimension dans tout dans ce qui est connu, dans ce qui n'est pas connu, comme une espèce de toile d'araignée. Il y a plein de points partout, des antennes et tout. Vous arrivez à vous connecter à tout ça, à toutes ces informations-là, parce qu'il y a cette conscience-là. Et vous-même, vous êtes un point de conscience qui se relie à des consciences. Donc, ce sont vos corps qui disparaissent. Votre conscience capitalise à chacune de ces expériences. Alors, la tradition africaine dit qu'il n'y a pas de mauvais ancêtres. Moi, je ne suis pas de cet avis. Donc, alors, la tradition africaine, elle reconnaît. Elle reconnaît les valeureux et ceux qui n'ont pas été valeureux. Parce que de toute façon, quand vous faites cette reconnaissance à vos ancêtres là, à ces ancêtres, et je répète, hein, les ancêtres qui étaient là il y a 5000 ans, ce n'est pas forcément eux qui sont encore là aujourd'hui parce qu'ils ont transcendé, ils ont continué le chemin. Hein. Je fais juste une petite parenthèse pour ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que la lignée là, c'est depuis l'Ascaras, depuis le début du commencement, c'est toujours les mêmes qui sont là, qui sont ancêtres. Non, 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 ça évolue. Hein. Si vous vous connectez à un être pour le bien, vous allez bénéficier de la connaissance en bien qu'il avait de son vivant. Si vous contactez quelqu'un pour faire du mal, alors vous allez bénéficier de ses connaissances en mal qu'il avait de son vivant. Point. Si vous choisissez de mettre ancêtre sur ce nom-là ou pas ancêtre, ça c'est votre problème. Le résultat, c'est celui qui sera là. C'est que si vous avez appelé quelqu'un qui de son vivant était une terreur, c'est que c'est pour continuer à s'aimer la terreur. Le sang suit la veine. Ça va seulement continuer comme ça. Les morts que vous voyez dans vos rêves, plusieurs aspects à prendre en compte. C'est pour ça que quand vous avez vu des choses dans vos rêves, quand vous vous levez le matin, c'est pas seulement enregistrer le rêve que vous avez eu et puis commencer à psychoter sur le rêve ou à envoyer à maître pour qu'elle interprète. Vois ça. Quand vous avez noté vos rêves, posez-vous, dégagez votre esprit, réétudiez le rêve par rapport à votre contexte actuel.
Étudiez le rêve par rapport à votre contexte actuel. Qu'est-ce qui, dans mon contexte actuel, peut justifier que je vois ces morts-ci dans mes rêves? Maintenant, qu'est-ce qui peut être considéré comme élément important dans mes rêves par rapport à ces défunts-ci? Parce que vous pouvez subir des attaques là où on utilise souvent des esprits des morts. Enfin, ou alors, non, je ne vais pas dire des esprits des morts. Non, on ne va pas dire des esprits des morts, on va plutôt dire là où on utilise souvent le masque d'un défunt, en gros le visage d'un défunt. Parce qu'on sait que quand tu vas voir ce défunt-là dans tes rêves, tu vas baisser la garde. Tu vas baisser la garde. Et si tu baisses la garde, eux, ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. L'attaque suit son cours. Ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est le premier aspect. Tu vois un défunt dans tes rêves très souvent parce qu'on est en train de t'attaquer à travers ce défunt. Parce qu'on sait que parfois tu avais du respect. Parce qu'on a déjà constaté que toutes les personnes que tu vois dans les rêves, quand tu vois les vrais visages des gens qui viennent t'attaquer dans les rêves, tu les menaces, tu sors les couteaux. Maintenant que tu dors même avec le couteau sous l'oreiller ou les ciseaux sous l'oreiller, toi dans la nuit, tu tchoukes seulement tout le monde avec ça. Tu tchoukes seulement tout le monde avec ça dans tes rêves, tu tchoukes seulement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec un visage qui non seulement t'es familier, mais en plus de ça, qui va susciter, qui va générer en toi un abaissement de ta garde. C'est toi-même encore qui va être là comme ça là. Tu vas te dire, mais c'est bizarre, mais je sais qu'elle est morte. Pourquoi? Tu vas être ralenti dans ton action. Ensuite, tu peux également voir un défunt. Parce que ce défunt, par exemple, sa conscience peut être passée par là pour te laisser un dernier message. Très, très souvent, quand vous avez réussi à avoir une conversation très claire avec un défunt, il est très rare que vous ayez encore cette conversation-là une autre fois avec ce défunt-là. Ce sera fini comme ça. Un peu comme dans Wakanda, quand T'Challa a fait son rituel et a vu son père. Il ne l'a plus jamais revu après. Sa conscience est venue lui parler. Et quand il a fini de parler, il ne l'a plus revu. Et après, quand T'Challa lui-même il est mort, il est allé les retrouver là-bas, dans le domaine où les consciences des anciens rois se retrouvent. Quand la conscience d'un défunt est venue te revoir, il est très rare que tu revoies, que tu revives une conversation aussi claire, nette, propre avec ce défunt-là après ça. Le reste du temps, si tu le revois encore, ce sera des petits épisodes, des petits trucs. Parfois, il fait juste un truc. Il ne te parle même pas trop. Il ne te dit pas grand-chose et tout et tout. Et ça, c'est son corps mental qui est encore en déplacement. Et comme tu es encore connecté à lui, des fois tu le vois. Coupez les liens. Coupez les liens. Pensez à couper les liens. Alors, et les passeurs, Mélissa, et les passeurs, ils ne cherchent pas forcément le contact maître. Alors, les passeurs, on parle bien là des passeurs d'âme. Les passeurs d'âme, c'est quelque chose aussi de particulier. Les passeurs d'âme ne cherchent pas le contact avec les défunts. Mais la plupart des passeurs d'âme sont généralement des personnes qui ont vécu... déjà des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Les gens de mort imminente prédisposent souvent les gens à être passeurs d'âme. Parce qu'ils ont plongé dans le monde des morts. Et un passeur d'âme, généralement, il a un pied dans le monde des morts. Hein. Il donne souvent l'impression que, ouais, mais en fait, ils ont un pied vraiment dans le monde des morts. Ce qui fait que, comme ils ont une vibration de vie, ils sont reconnus par les
consciences qui sont bloquées dans ce monde-là, parce que généralement, ce sont des consciences. Quand il y a une conscience qui est encore bloquée dans le monde des morts, elle reconnaît un passeur. Parce que le passeur va venir l'aider à sortir sa conscience de ce monde-là pour qu'elle puisse avancer. C'est ça quand tu rentres dans la lumière. Mais le corps subtil avec lequel tu te déplaçais dans le monde dans lequel tu es resté coincé va rester là et va disparaître progressivement. Mais ta conscience, la lumière, tu vas traverser, tu vas continuer à aller ailleurs. C'est ça le passage d'âme. Et en réalité, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui est... Quelqu'un ne peut pas dire que cette semaine, franchement, j'ai fait 20 passages d'âme. Oui. Oui. C'est dur. Parce que ton énergie à toi-même, elle diminue. Et c'est quand tu es rechargé après qu'on te revoit. Un peu comme, vous savez, avant, pour avoir la lumière, on tournait souvent, dans certaines zones, on tournait souvent la manivelle. Ouais. Après, ça s'allume. Et après, au bout d'un moment, ça rebaisse. Donc, c'est ça. Quand je fais un passage d'âme, c'est ça. Tu te décharges. Je vous donne. Allez voir Ghost Whisperer. Franchement, allez voir Ghost Whisperer. Vous avez vu au début, elle était pétillante, machin et tout le reste. Sur les dernières saisons, elle était devenue l'ombre d'elle-même. Et elle-même, elle était attaquée comme ça. Donc, ça te suce, ça te bouffe en énergie. Donc, les passeurs, même, ils ont un pied de l'autre côté. Il suffit d'être bien chargé. Alors, je me sens flattée. Okay. Est-il possible, maître, qu'un défunt nous protège? Honnêtement, un défunt qui nous protège, j'ai envie de dire, ce sera sa dernière action. C'est un peu comme s'il essayait, il savait qu'il y avait quelque chose. Parce que quand il traverse, il voit plein de choses. À ce moment-là, on dit que oui, ils savent des choses plus que nous et tout, mais c'est pas ça. Mais la présence du danger et tout le reste, il peut la sentir. Sa conscience peut rester. Je dis, sa conscience. Parce que quand sa conscience va partir, il ne te sera plus d'aucune utilité. Dès que sa conscience va partir, il ne te sera plus d'aucune utilité. Il va peut-être rester là comme un truc qui a encore des extraits de la conscience qui est partie. Mais la conscience en elle-même n'est plus là. Donc, la conscience qui, en partant cette vie, voit que tu vas être en danger, sa dernière action, peut-être que son dernier jeton pour agir encore dans le monde physique, c'est de faire cette action-là. Il va faire, mais après il va partir. Mais dis qu'il y a un défunt qui me garde, que ma mère qui est morte depuis 30 ans, elle veille toujours sur moi. Si c'est comme ça, c'est dit que depuis 30 ans là, sa conscience n'a pas encore transcendé. Toi-même, tu la retiens dans cette vie. Tu la retiens dans cette vie. Tu la fais prisonnière. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui emprisonnent souvent des consciences. Le marché des âmes, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a une âme qui est en train de vouloir traverser, donc quand je dis une conscience qui a envie de traverser, qui est sur le point de traverser, sortir de la zone pour pouvoir faire ses autres incarnations, tchac. Si elle n'est pas suffisamment forte, parce qu'il ne suffit pas juste d'arriver à se détacher, mais si elle n'est pas suffisamment forte, elle peut se retrouver déviée. Okay? La trajectoire de sa conscience peut se retrouver déviée et elle se retrouve dans un environnement où on va les acheter là pour faire les rituels des cimetières, faire aller travailler pour toi, machin, des choses comme ça. Donc le défunt qui va rester là te protéger, soit sa conscience n'a pas transcendé et c'est très mauvais, il vaudrait mieux la libérer, soit c'est sa dernière action qu'il était en train de faire, mais il ne va pas rester tout le temps. Il va devoir avancer, passer à autre chose. Mais les morts, eux, se rappellent de tout ce qu'ils ont laissé ici. Quand on traverse, c'est comme si on nous enlevait
comme si on enlevait en fait des écailles. Je vous ai dit, c'est comme quand on sort la tête de l'eau, on voit un peu mieux et plus loin les choses. Mais ça s'arrête là. On voit un peu mieux les choses, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir agir sur toutes ces choses-là. À quel moment la conscience cesse d'exister après la mort? Très bonne question. Très très bonne question. À quel moment, même si j'ai déjà commencé à donner la réponse à la question, mais c'est vraiment une très bonne question. La conscience continue d'exister. Elle change juste de plan. Elle change de plan. Ok? La conscience, elle va changer de plan. La conscience, elle va changer de plan. La conscience est éternelle, elle existera toujours. Je vous ai pris l'exemple de cette conscience universelle-là. La conscience, elle existera toujours. Elle est toujours là. Elle change juste de plan pour passer à autre chose. Alors, s'il te plaît, dans ce cas, est-ce que le contact défunt est nécessaire? J'étais certainement en train de dire quelque chose à ce moment-là et tu as posé la question, le book. En gros, c'est pour demander si une voyance à question coupée est toujours... Oh, merci, yeah. Elle me va bien, la casquette. Ouais, franchement, elle est trop belle. Merci. Elle me va trop bien, la casquette. Merci. Alors, demander si une voyance ne peut pas donner le même... En gros, c'est pour demander si une voyance ne peut pas donner le même résultat. Non, non. Par exemple, quand une personne vient en consultation chez moi, et ça je l'ai déjà eu, je pense qu'il y en a même quelques-uns là en commentaire, une personne vient en consultation me voir, elle vient pas pour une consultation défunt. Je suis en train de lui parler quelque chose. Sauf qu'il y a une information qui doit passer par le fait que je lui parle d'une personne qui lui était chère et qui est décédée. Et je commence à décrire la personne en question. C'est suffisant. La personne n'est pas venue spécialement pour le contact défunt. Hein. La personne n'est pas venue spécialement pour le contact défunt. Elle est venue pour d'autres sujets. Et parmi les réponses que je dois donner à cette personne, il y a cet aspect qui vient de ce défunt-là. Et ça s'arrête là. Et parfois, même c'est juste un message et c'est fini. Hein. Et il n'y aura pas de que oui. Dis-moi, qui t'a tué? Qui a fait ça? Tu as gagné ton argent ou... Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Clairement, il n'y aura pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui suis allée chercher le défunt en question. C'est que pendant cette consultation, il y a eu cette opportunité pour qu'elle monte et qu'elle laisse ce qu'elle a à dire et qu'elle reparte. C'est pas moi qui suis partie là-bas. C'est pas pareil. Ah non, clairement pas. Oui, c'est ça, les ancêtres méritants, merci. Quelle est la différence entre l'invocation et le contact? Alors, quand on fait une invocation, on s'assoit, on fait un vrai rituel. On pose des libations, on pose de la nourriture, on trace des sigils, on trace des formes, on trace des protections, on s'habille d'une certaine manière et ainsi de suite. Là, on va s'asseoir pour faire une invocation. Là, on va s'asseoir pour faire une invocation. Alors que quand on fait le contact, par exemple, on va s'asseoir peut-être autour d'une table, on va poser les mains ou on va utiliser parfois une planche Ouija. Parfois, on peut utiliser une planche Ouija pour faire un contact défunt. Et vous avez tous vu des films d'horreur avec les planches Ouija, comment ça se termine souvent mal. Esprit, tape 3 fois, si tu es là, donne-nous ton nom, machin et tout. Vous savez très bien comment ça se termine souvent avec les planches Ouija dans les films. C'est pas un mythe, hein, ça se termine pas très bien avec les planches, c'est très dangereux. Donc voilà. Donc c'est ça, principalement, la différence entre les deux. C'est qu'une invocation, elle se prépare. On se lève pas matin pour faire une invocation. Ah, je sais que ce mot est souvent utilisé. Oui, j'ai invoqué le nom de machin, j'ai invoqué le sang de Jésus et tout, mais... People, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, exemple, ma grand-mère faisait de la magie noire, elle est décédée il y a de cela 7 jours. Ouais, ok. Elle faisait de la magie noire, elle a fait du mal à quelqu'un. Parce que quand on parle de magie noire, les gens pensent toujours que c'est pour faire du mal aux gens. Parce que si je dois aller faire un combat, je crois que je vais utiliser quoi? Ils me font rire. Hein. Parce que je vais utiliser quoi?
Ah, maman! Les gens viennent se battre avec les camions, les canons César. Moi, je pars avec le bâton. Vous êtes fous. On va se blesser. Est-il possible qu'un parent nouvellement décédé devienne aussitôt enceinte? C'est très, très, très rare. Ça, c'est les trucs du style, il est mort 3 jours, il est ressuscité et après il est monté au ciel. C'est très rare. Il fait comment? Ça veut dire que même déjà de son vivant là, il était déjà préparé. Qu'on partait seulement le poser sur... Oui, ça prend un peu de temps quand même. Encore se souvenir de ses rêves. Alors, ma chère dame, le modèle exact de Bonnie Bennett, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, si je comprends bien, les libations ne sont pas très importantes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les libations ne sont pas importantes. Si dans votre pratique, vous comprenez la raison pour laquelle vous faites vos libations, faites-les. Moi, je n'en fais pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais c'est parce que dans ma pratique à moi, je n'ai pas besoin de le faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore besoin de le faire, donc je ne le fais pas. Si je dois contacter, d'abord ça ne m'arrive pas de dire que je vais aller contacter un défunt. Non. Ah non. Pour moi-même. Je vais vous dire une chose, je vais vous raconter un truc. Quand je commençais à travailler avec les... Non, ce n'était pas les constellations familiales, mais le cercle de femmes, voilà. Il y a cette notion de le cercle femme, contact, rentre en communion avec le cercle de femmes de ta famille, celles qui ont été, machin et tout le reste, pour, en ce qui concerne le féminin sacré, machin et tout le reste. Me voici, je me lève. Me voici, je me lève. J'ai dit comment? Je viens quand même de quelque part. Faut quand même que je fasse un truc. Hein? Peut-être que personne n'a jamais pensé à faire ça dans la famille. Donc moi, je vais le faire parce que je veux me reconnecter. Je veux créer cette force-là. Je veux que celles qui ont été... Qu'est-ce que quelqu'un m'a envoyé? Me voici. Je fais mon appel. Pas une invocation. Je fais un appel. En gros, j'envoie un message. C'est ça l'appel. Je fais l'appel. Oui. Moi-même, je sens que moi, j'ai en train de faire l'appel. Mon cœur me dit que tu appelles même qui? Là où on est là. Tu sais même là où tu appelles quoi? Qui? Où? Comment? J'appelle quand même. Ouais. J'ai dormi. Quand on vit là, c'est Dieu qui nous garde. J'ai dormi jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà peut-être 6 ans que j'ai fait ça. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas vu quelqu'un. Moi, j'ai dit, ça veut dire que ça ne me concerne pas. Est-ce qu'il n'y a pas de femme dans la lignée qui avait la puissance, machin, tout le reste? Bien sûr, puisque j'ai hérité. Mais bien sûr. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est pas mon chemin. C'est pas ma route. Donc, je dis souvent que parfois c'est mieux on ne vous répond pas. Si on ne te répond pas à une question, c'est aussi une réponse. Ça ne te concerne pas. Passe ton chemin. L'élévation que tu dis là, SDH, découverte. L'élévation que tu dis là, si tu te sens concerné par ça, si tu vois que ça t'apporte quelque chose, c'est-à-dire que ça te concerne quand même. Mais si tu fais, depuis que tu fais, tu ne vois rien, faut laisser. Ça ne te concerne pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Tu vois. Ça peut être important pour certaines personnes, mais pas pour toi. Parce que ton chemin n'est pas celui-là.
les défunts ont souvent besoin de force de notre monde pour avancer, d'où les libations. C'est pour ça que je prenais que... je vais que prendre l'exemple de Melinda Gordon là. C'est que, effectivement, vous avez sorti Bonnie aussi de Vampire Diaries. C'est ça, en fait. C'est que il faut aider leur conscience à sortir du monde froid de la cousine de la vie. Il faut qu'ils sortent, de la même façon qu'ils sont sortis de la vie, il faut aussi qu'ils sortent du monde de la mort. Il faut qu'ils arrivent à sortir de là pour pouvoir avancer et cheminer beaucoup plus facilement, continuer à partir leur chemin. Et si, quand tu fais tes libations, tu fais pour les défunts de ta famille, pour les aider, pour leur donner la force, c'est comme ceux qui prient. C'est comme ceux qui prient, qui font inscrire les messes pour leurs défunts. Ce sera différent en quoi dans ce cas? Ce sera différent dans quoi? D'autres gens même ont souvent soif, ils disent que verse l'eau au sol. Moi j'attends un live sur la démonologie, vous allez arriver. Il y aura peut-être 2 personnes. Si quelqu'un était méchant vivant, est-il possible qu'il continue de déranger les gens une fois mort? Il va continuer à déranger les gens si sa conscience est encore dans le monde des morts. Vraiment, il va continuer à déranger les gens. Maintenant, quand sa conscience va être expulsée du monde des morts, ses autres corps subtils vont avoir des comportements, j'ai envie de dire, des comportements random, hasardeux. Ça ne va plus être vraiment lui. Vous pourrez même le voir dans le rêve, toujours en train de mimer peut-être un acte méchant, un acte mauvais, mais sans conséquence. Par contre, son apparence ou alors la force qu'il avait, ce qui le caractérisait, peut être utilisé par des sorciers qui vont maintenant venir vous attaquer, mais en utilisant son visage. Et donc, dans ce cas, vous allez dire, ouais, je l'ai vu, il est venu m'attaquer, oui, il est venu m'attaquer. Alors qu'en fait, on a utilisé seulement son apparence, avec ce qu'il représentait. Barbie Wata. Pourquoi tu veux qu'on parle de ça? Alors, qu'est-ce que tu penses de la nécromancie? Le contact défunt est un préalable à la nécromancie. Vous entrez dans le monde des morts, forcément, vous allez vous retrouver en train de vous lancer sur le chemin de la nécromancie. C'est un premier pas. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que comme toutes les autres mancies, toutes les autres sciences, elle a un certain intérêt. Elle a un certain intérêt. Quand tu sais faire parler les boyaux de quelqu'un, quand tu sais récupérer la mémoire visuelle à travers les yeux d'un corps, c'est intéressant comme forme de rituel. C'est intéressant parce que on est toujours à la quête d'informations, on est toujours à la quête de quelque chose et ainsi de suite. Quand tu peux utiliser les yeux d'un défunt, par exemple, parce qu'il y a des gens qui volent souvent des parties du corps et tout le reste, les yeux notamment font partie des choses qui sont très recherchées. Et ben, tu vas utiliser ça pour souvent guetter par exemple tes adversaires ou des choses comme ça. Il y a d'autres manières de faire, hein, mais il y a des gens qui préfèrent utiliser ce type de pratique-là pour avoir ce type d'information. La nécromancie, c'est un sujet qui est très très intéressant, mais je pense que c'est un sujet que je vais aborder avec un comité restreint. Voilà, pour éviter d'avoir un live qui est tout de suite suspendu et tout. Est-ce que
je réponds à ta question. Ça veut dire que les morts sont conscients d'être morts, ça doit être triste. Alors, pas tous, ok? Pas tous, ils ne sont pas tous conscients qu'ils sont morts. Il y en a, la mort elle arrive fou, comme s'ils se sont réveillés. Un peu comme quand vous rêvez. Franchement, ne vous posez pas trop de questions. C'est comme quand vous dormez. La plupart du temps, vous ne savez pas que vous êtes en train de réveiller jusqu'au moment où vous vous réveillez. Jusqu'au moment où vous vous réveillez. C'est-à-dire, oh, j'étais en train de rêver. Tu es même mal à l'aise dans un rêve. Tu n'arrives pas à te réveiller parce que tu as l'impression que ce que tu vis est réel. Voilà. Tu as l'impression que ce que tu es en train de vivre est réel alors que tu es dans un rêve. C'est la même chose. Il y a des gens qui meurent. Ils meurent. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Jusqu'à un moment, parce que de toutes les façons, quand... Merci. Parce que quand le corps, en fait, quand on quitte le corps, c'est quelque chose quand même. Quand on a quitté le corps, et que pendant un moment, on n'a pas réalisé qu'on a quitté le corps, de la même façon que lorsque vous êtes en train de rêver, vous savez qu'à un moment ou un autre, le rêve s'il commence à me gêner, on se réveille. Enfin, je me suis réveillée. Il arrive donc un moment où vous êtes en train de vivre, d'être là comme ça, là. Et vous sentez qu'il y a un truc, ça va pas, il y a un problème, je comprends pas. Pourquoi quand je veux parler à tel, il ne m'entend pas, il ne me parle pas. Et là, tu commences à te rendre compte que tu n'es pas sur le même plan. Oui, parce que ça aussi, ça arrive. Il y en a qui, quand ils meurent, ils croient que c'est un jeu. J'ai déjà croisé un défunt comme ça. Il pensait qu'il était en train de jouer. Et qu'il était en train de faire... quoi? Un défi, voilà. Dans sa tête, il était encore dans son défi. Mais dans son défi, il a eu un accident. Il était sûr qu'il était encore dans son défi. Il était encore dans son truc. Toujours euphorique. Et tu vois qu'en fait, son corps est resté de ce côté et lui, il est en train de... Et là, tu dis, mais... Quand je me retrouve souvent dans ce genre de situation, je dis, mais... Comment tu fais, en fait? Tu vas essayer de lui faire comprendre le truc. Tu vas essayer de lui faire comprendre le truc. Et tu sais très bien que quand il va comprendre, la première chose qui va se passer, c'est qu'il va disparaître. Il va disparaître. Mais pas parce qu'il est passé de l'autre côté. Il va disparaître parce qu'il sera en état de choc. Et quand tu vas aller le récupérer dans son état de choc, tu vas le voir dans l'état dans lequel il était, par exemple, quand il est mort. Par exemple, s'il a fait une chute vertigineuse, il s'est cassé de partout. Là, tu vas le voir avec une blessure partout, machin et tout. S'il est mort dans le feu, tu vas voir. S'il est mort noyé, tu vas voir comme ça. Tu vas le voir dans l'état. S'il est mort asphyxié, tu vas commencer à voir des marques, des traces, des choses comme ça. La mort va donc commencer à se refléter sur son aspect. C'est la partie la plus difficile. Après, il sera dans le déni total. Oh, le déni, c'est quelque chose. La même façon avec laquelle ici, vous avez souvent du mal à accepter quand quelqu'un est parti et que vous cherchez justement à travers plusieurs rituels, vous allumez les bougies, vous appelez, vous dites que oui, quand vous appelez fort, vous allez le voir, vous allez l'entendre, que vous regardez la bougie et tout. Ne faites pas ce genre de choses-là. Ne faites pas ça. Parce que quand vous faites ça, vous ouvrez des portes que vous ne savez pas refermer après. Parce que quand on vous dit de faire un truc, on ne vous dit pas comment, il faut se comporter à la fin, ce qu'il faut faire. Donc, de la même manière avec laquelle vous êtes souvent dans l'incompréhension totale de ce qui s'est passé et tout, eux aussi, ils sont souvent comme ça.
eux aussi, ils sont souvent comme ça, complètement dépassés. Ils ne comprennent pas, ils veulent comprendre et ainsi de suite. Et on sait qu'ils sont déjà en train de passer. C'est là, quand on est passeur d'âme, c'est ce qui se passe. On sait qu'ils sont déjà en train de passer quand progressivement, the wounds, les blessures, tout ce qui aura déformé leur corps, enfin leur aspect, après avoir pris conscience qu'ils sont morts, que tout ça commence à disparaître. Là, on sait qu'ils vont passer. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée encore. Merci à tous et portez-vous bien. Paix et bénédiction, protection sur vous.